Lorsque je suis entrée dans le célèbre amphithéâtre historique de l'Université de la Sorbonne, la première odeur qui m'a frappée était celle de la poussière des vieux livres et du bois de chêne ciré. Mais ce jour-là, sous cette odeur historique, il y avait autre chose, le goût aigre et métallique de l'arrogance. Je portais l'uniforme blanc immaculé de la Marine nationale française. Les galons sur mes épaules ne symbolisaient pas seulement mon grade, mais aussi les nuits blanches que j'avais sacrifiées pour l'obtenir, les mois de tempête passés au milieu de l'Atlantique et les combats silencieux que j'avais menés pour exister dans un monde dominé par les hommes. Je m'appelle Simone Veil, contre-amiral Simone Veil, et ce jour-là, j'étais sur le point de rencontrer un homme qui allait commettre l'une des plus grandes erreurs stratégiques de ma vie. Il y avait environ 1 millier de personnes dans la salle. Des étudiants, des universitaires, des journalistes et les diplomates de demain. Le brouhaha ressemblait à celui d'une ruche. En marchant vers la scène, le bruit sec de mes talons sur le parquet coupait le brouhaha de la salle comme un couteau. Les gens se retournaient pour me regarder, non seulement parce que j'étais une femme, mais aussi parce que ma posture dans cet uniforme défiait l'ego académique centenaire de cette salle. Je pris place à ma place, au milieu de la table. À ma gauche se trouvait le secrétaire d'État à la Défense, et à ma droite, lui, le professeur Henri Lemercier. Le professeur Lemercier, il était connu comme l'enfant prodige du monde des sciences cospolitiques. Mais, à l'approche de la cinquantaine, cet éclat s'était quelque peu terni. Dans les cercles intellectuels parisiens, il était connu pour son langage acerbe et ses opinions conservatrices, voire archaïques. Il ne s'est pas levé lorsqu'il m'a vu. Il m'a simplement jeté un regard méprisant par-dessus ses lunettes, comme s'il observait une mouche qui s'était accidentellement introduite dans son laboratoire. « Bienvenue, madame. Dois-je dire amiral ou simplement madame ?» dit-il d'une voix si basse que seuls ceux qui étaient à table pouvaient l'entendre. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire de politesse. C'était le mouvement musculaire qu'un requin fait lorsqu'il aperçoit sa proie. « Contre-amiral Veil, professeur », ai-je dit calmement. « Mais vous pouvez m'appeler commandant. C'est ainsi que la plupart des gens m'appellent. » Bon, ben pas c'est bottom. Un sourire moqueur apparut sur son visage. À ce moment-là, j'ai compris. Ce panel ne serait pas seulement une discussion académique sur la sécurité nationale et les menaces modernes. Cet homme était prêt à m'humilier sur cette scène, devant 1 millier de jeunes brillants. Mais il ignorait une chose. Je commandais des navires de guerre. Lui, il ne commandait qu'une classe. Et moi, avant d'entrer en guerre, je ne négligeais jamais de compter les munitions de mon ennemi. Avant de poursuivre cette histoire, si vous aimez voir l'arrogance se retourner contre son auteur comme un boomerang, prenez place et assurez-vous de suivre l'histoire jusqu'à la fin. Car ce que le professeur Lemercier a déclenché ce jour-là n'était pas seulement un débat, mais le début de la fin de sa carrière. Le panel a commencé. La première demi-heure s'est déroulée comme je m'y attendais. Équilibre géopolitique, crises énergétiques en Méditerranée, menaces pour la cybersécurité. Les questions fusaient, les réponses fusaient. Le professeur Lemercier prenait la parole à chaque occasion, essayant de dominer la salle avec des phrases longues et complexes. Dans chacune de ces phrases, il laissait entendre que la stratégie militaire se résumait à la force brute et que la véritable puissance résidait dans l'intelligence diplomatique. Je restais silencieux. Je ne donnais que des réponses courtes, claires et fondées sur des données lorsque cela était nécessaire. Mon silence l'encourageait. Il se détendait, comme un chasseur qui pense que sa proie a peur. Mais je n'avais pas peur. Je visais. Et puis le moment est venu. Une jeune étudiante assise au fond de la salle a pris le micro d'une voix tremblante. « Mesdames et messieurs les panélistes », a-t-elle dit, « que pensez-vous du rôle croissant des femmes dans l'armée, en particulier au poste de commandement? Les mécanismes de prise de décision en situation de crise sont-ils influencés par le genre ?» La salle est devenue silencieuse. C'était une question classique, mais la réponse était toujours dangereuse. J'étais sur le point de prendre le micro lorsque le professeur Lemercier a appuyé sans ménagement sur le bouton devant lui, m'empêchant ainsi de parler. Il s'est calé dans son fauteuil, a joint les mains sur son ventre et a affiché son célèbre sourire paternel mais venimeux. « Écoutez, mademoiselle, dit-il d'une voix qui résonna dans l'amphithéâtre. C'est un sujet romantique très apprécié du monde moderne. L'égalité, la justice, des concepts qui sonnent bien. Mais la biologie se moque bien de notre politiquement correct.
Une vague d'agitation parcourut la salle. Je tournai mon regard vers lui. Son profil trahissait son assurance. Il poursuivit. Le service militaire, en particulier dans les forces navales où l'on reste isolé pendant des mois, dans des environnements très stressants, exige une rationalité pure. Il n'y a pas de place pour les émotions. Il n'y a pas de place pour le doute. Puis il tourna lentement sa chaise vers moi. Il ne s'adressait plus qu'à moi, mais 1 millier de personnes nous observaient. La présence de Madame Veil ici est sans aucun doute un exemple louable des efforts de modernisation de notre République. Mais nous devons accepter une réalité, a-t-il déclaré avant de prononcer cette phrase. Vous savez, il y a des moments dans la vie où le temps s'arrête, et c'était l'un de ces moments. La constitution émotionnelle et hormonale des femmes ne les rend pas biologiquement aptes à occuper des postes qui exigent un sang-froid et une logique impitoyable, comme celui d'amiral. Vous êtes davantage une figure symbolique, Simone, une belle mais fragile décoration dans la vitrine de la marine. On entendit d'abord un profond soupir dans la salle. Puis quelques rires étouffés et des gloussements s'élevèrent à l'arrière, probablement de la part des assistants ou des admirateurs fanatiques de Lemercier. Ces rires se propagèrent comme un virus. L'humiliation me submergeait par vagues. Je ne bougeais pas d'un pouce. À l'intérieur de moi, j'ai senti la colère brûler au creux de mon estomac. Mais mes années de discipline militaire ont suffi à étouffer cette flamme en quelques secondes. C'est ce que nous appelons la glace bleue, le moment où la colère ne brûle plus, mais coupe. Le professeur Lemercier a pris une gorgée d'eau avec l'air d'un général victorieux. Il pensait m'avoir humiliée, m'avoir enfermée dans la case « femme émotive ». Il pensait que j'allais soit pleurer, soit crier de rage, confirmant ainsi sa thèse. Si je m'étais mise en colère, il aurait dit « Regardez comme elle est émotive ». Mais je ne me suis pas mise en colère. J'ai réfléchi. J'ai ouvert calmement la tablette posée sur mon bureau. J'ai entré mon mot de passe. Je suis entrée dans la base de données des ressources humaines et de la planification stratégique de la marine, c'est-à-dire dans la zone rouge à laquelle seul le ministre de la Défense et moi-même avions accès. Le professeur avait terminé son discours, les rires dans la salle avaient laissé place à un silence plein d'attente. Tout le monde attendait ma réponse. J'ai tendu la main vers le micro. La froideur du métal m'a brûlé le bout des doigts. Le professeur me regardait, ses yeux semblaient dire « Allez, défends-toi, petite fille ». J'ai tapoté légèrement le micro. Le son a résonné dans l'amphithéâtre. « Professeur Lemercier », dis-je. Ma voix était si calme, si neutre, que je ne la reconnus pas moi-même. Ce n'était pas une voix humaine, mais la lecture d'une sentence de mort. Je vous remercie pour votre analyse biologique et votre opinion sur mon existence symbolique. Cela m'a permis de clarifier la situation. Je fis une pause. Tout le monde, dans la salle, retenait son souffle. « Je pense que vous avez raison », ai-je poursuivi. Un sourire surpris est apparu sur le visage du professeur. Il pensait que j'avais abandonné. Ma constitution émotionnelle peut parfois influencer mes décisions. Par exemple, en ce moment, je ressens un profond sentiment de déception. Et pour faire face à ce sentiment, je viens d'effectuer une petite opération administrative sur la tablette devant moi. Le sourire du professeur s'est figé. « Quelle opération ?» a-t-il demandé, d'une voix hésitante pour la première fois. Je me suis tournée vers lui et l'ai regardé droit dans les yeux. En raison de ma nature émotionnelle, j'ai annulé tous les partenariats de recherche et développement, les contrats d'analyse stratégique et j'ai tourné mon regard vers les étudiants présents dans la salle. Et j'ai annulé tous les programmes de stage rémunérés pour les officiers auxquels 90% des étudiants de dernière année présents dans cette salle avaient postulé. Un murmure de terreur, bien plus fort que les rires, s'éleva dans la salle. C'était la vague de pression qui précède l'explosion d'une bombe. Le visage du professeur Lemercier est devenu plus pâle que la nappe blanche qui recouvrait la table. « Vous, vous croyez faire quoi? Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il balbutié. Sa voix tremblait. Il ne restait plus rien de la voix de baryton, assurée qu'il avait quelques instants auparavant. C'est déjà fait, professeur, dis-je en tournant la tablette vers lui. Le mot approuvé brillait à l'écran comme un sceau rouge. Si je ne me trompe pas, ces partenariats que sont de représenter 80% du budget de votre département et la quasi-totalité des emplois de vos diplômés. Je me suis levée.
J'ai ajusté mon uniforme. Vous comblerez désormais votre déficit budgétaire et assurerez l'avenir de vos centaines d'étudiants au chômage grâce à votre raison masculine froide, en laquelle vous avez tant confiance. Je posai le micro sur la table. Cette voix fut le premier clou enfoncé dans le cercueil de la carrière de Lemercier. Mais ce n'était que le début. Le professeur Lemercier pensait avoir seulement perdu son budget ce jour-là. Il ne savait pas encore que je venais de braquer les canons de mes navires de guerre sur son petit monde. Car quand on traite un amiral de bibelot, il faut savoir à quel point les éclats de verre de ce bibelot peuvent être tranchants. Et croyez-moi, le sang allait couler, beaucoup de sang. Au moment où j'ai posé le micro sur la table, j'ai senti le temps se déformer dans l'immense amphithéâtre de la Sorbonne. En physique, on appelle cela l'horizon des événements, le point de non-retour. Ce claque métallique n'était pas seulement le bruit d'un micro qui tombait sur la table. Ce bruit était le bélier qui venait de frapper la porte de la forteresse d'invulnérabilité que le professeur Henri Lemercier avait soigneusement construite au fil des ans. Le silence mortel qui dura quelques secondes fut rompu d'abord par des chuchotements, puis par un murmure grandissant. Les 1000 étudiants présents dans la salle venaient de vivre le plus grand choc de leur vie, leur avenir, leur stage, leur projet de carrière. Tout cela s'était évaporé en un instant à cause de l'arrogance de l'homme assis à la chaire. Et moi, je leur avais clairement montré qui était le coupable. Le professeur Lemercier bondit de sa chaise. Son visage n'était plus blanc comme un linge, mais violet comme de la chair brûlée. Ses mains tremblantes éparpillèrent les papiers devant lui. « C'est du chantage !» a-t-il crié. Sa voix se brisait. Le micro était toujours allumé et sa voix paniquée s'est répandue dans toute la salle grâce au haut-parleur. « C'est un abus de pouvoir. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais appeler le doyen. Je vais appeler le ministre. » Je me tournai lentement vers lui. Je me tenais droit dans mon uniforme. Mon calme contrastait fortement avec son hystérie. « Appelez, professeur, dis-je, sans avoir besoin du micro, mais d'une voix suffisamment claire pour que les personnes assises au premier rang puissent m'entendre. Mais assurez-vous d'abord que votre budget vous permettra de payer votre facture de téléphone. » Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Je n'oublierai jamais ce moment. En marchant, je pouvais sentir le changement d'atmosphère dans la salle. Les regards étonnés qui m'étaient initialement adressés avaient maintenant laissé place à une expression étrange, mélange de peur et de respect. Les étudiants s'écartaient pour me laisser passer. Personne n'osait se mettre en travers de mon chemin. Le bruit de mes talons résonnait désormais comme une marche triomphale. Au moment où j'atteignais les lourdes portes sculptées de l'amphithéâtre, j'entendis quelqu'un courir derrière moi. C'était le doyen de la faculté, Monsieur Pignon. Petit, avec des lunettes rondes, c'était le bureaucrate typique, toujours prêt à faire des compromis. À bout de souffle, il me barra le chemin. « Amiral Veil, s'il vous plaît, » dit-il en levant les mains en l'air. « Pouvez-vous vous arrêter un instant ? Je pense qu'il y a eu un malentendu. Henri, le professeur Lemercier est un peu, disons, vieux jeu, mais prendre une décision aussi précipitée. » Il ajusta ses lunettes et essuya son front en sueur. « Une réduction budgétaire, c'est très radical. Nous pouvons en discuter, n'est-ce pas ? Prenons un café, calmons-nous. » Je le regardais comme on regarde un goéland perdu au milieu d'une tempête. « Monsieur Pignon, dis-je, les décisions impulsives sont propres aux personnes émotives. Je suis un militaire. Nous ne prenons pas de décisions impulsives, nous appliquons les procédures. Votre professeur a présenté l'incompétence biologique du commandement de la marine française comme une réalité scientifique. Si nous sommes incompétents, travailler avec nous serait une insulte à vos normes académiques. Je ne fais que protéger la réputation de votre institution. » Le doyen a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais les mots se sont noués dans sa gorge, parce qu'il savait. S'il défendait Lemercier, il serait lui aussi taxé de sexiste. S'il me défendait, on penserait qu'il vendait l'autonomie de l'université. Je l'ai laissé dans cette indécision et je suis sortie. Lorsque l'air gris et frais de Paris m'a frappé le visage, j'ai pris une profonde inspiration. Mais ce n'était pas un soupir de soulagement, c'était une inspiration pour préparer mes poumons au combat. Dehors, ma voiture officielle noire et mon chauffeur, le sergent Morel, m'attendaient. Morel a dû lire l'expression sur mon visage lorsqu'il m'a ouvert la porte, car il m'a demandé « La réunion a été difficile, commandant ?» « Nous avons juste fait un peu de ménage, Morel, » ai-je répondu en m'installant sur la banquette arrière. « Disons que nous avons dépoussiéré la Sorbonne. »
Bamstamam, Pesasatamamena. Lorsque la voiture démarra, je sortis mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule notification sur mon écran. Opération Alpha lancée. Ce message provenait de mon équipe de l'ombre. Je dois vous confier un petit secret. Les gens pensent que le pouvoir d'un amiral vient uniquement des navires et des missiles. Ils se trompent. Dans le monde moderne, le véritable pouvoir réside dans l'information. Et avant d'atteindre ce grade, j'avais appris non seulement les stratégies navales, mais aussi les guerres de l'information. Au fil des ans, j'avais constitué une petite équipe informelle composée de quelques jeunes officiers et experts civils fidèles qui connaissaient que les failles du système et étaient de véritables génies. Ils étaient mes yeux et mes oreilles. Des mois avant que le Mercier ne m'insulte, j'avais commencé à monter un dossier sur lui. Pourquoi ? Parce que je connaissais les hommes comme lui. La misogynie n'est généralement que la partie émergée de l'iceberg. Sous l'eau se cachent toujours des choses plus sombres, plus sales. Corruption, plagiat, dépenses irrégulières. Je le sentais. Le Mercier n'était pas net. J'ai porté le téléphone à mon oreille. La voix à l'autre bout du fil était celle du lieutenant Sophie, le petit génie de l'unité de cybersécurité. « Commandant », dit Sophie. Sa voix était excitée. Dès que l'annulation du budget a été enregistrée dans le système, un trafic paniqué a commencé sur le réseau interne de l'université. L'assistant de Lemercier, en particulier, a envoyé 12 emails au service comptable au cours de la dernière demi-heure. Et devinez ce qu'ils essaient d'effacer ? Je souris. Depuis la vitre de la voiture, je regardais défiler les rues de Paris et les eaux troubles de la Seine. « Les fonds de recherche ?» ai-je demandé. « Mieux que ça », répondit Sophie. Les fonds de recherche fictifs. Il semble que notre professeur ait utilisé les subventions qu'il a reçues sous le nom de sécurité méditerranéenne pour faire des voyages académiques assez luxueux en Italie. Mais les factures sont un peu étranges. Des dégustations de vin, des hôtels spa 5 étoiles. Tout cela à Bretagne a été déclaré comme frais de conférence. Les preuves en sens sont-elles en sécurité ? Bien sûr, commandant. Une copie de tout ce qu'ils ont essayé d'effacer se trouve actuellement sur notre serveur sécurisé. De plus, nous avons récupéré les emails supprimés de son assistante. Le professeur lui avait écrit « Ne panique pas, cette idiote bluffe, nous récupérerons l'argent. » J'ai eu du mal à ne pas éclater de rire. Cette idiote. Elle n'avait toujours pas compris. Bien, ai-je dit. Passons maintenant à la deuxième étape. Faites fuiter ces documents au rédacteur en chef des pages culturelles du Monde et du Figaro via une source anonyme. Mais pas tous, donnez-leur juste un petit avant-goût pour commencer. Par exemple, la facture de 15 000 € du dîner du symposium à Naples l'été dernier. À vos ordres, commandant. Quel titre donner ? J'ai réfléchi un instant. Arrogance académique ou pillage des fonds publics ? Ça te va ? Parfait, dit Sophie. Je raccroche. Alors que la voiture roulait vers le ministère de la Défense, j'ai appuyé ma tête contre le siège. Étais-je fatiguée ? Non. Au contraire, je sentais l'adrénaline couler dans mes veines. Je savais que le Mercier, qui était actuellement dans son bureau, au téléphone avec ses anciens collègues du ministère, essayant de se plaindre de moi. Il m'avait qualifié d'émotif. Il allait essayer de me faire passer pour incontrôlable. Mais il avait oublié une chose. J'étais un joueur d'échecs, tandis que lui n'était qu'un enfant qui essayait de renverser les pièces. Ce soir-là, lorsque je suis rentrée chez moi à Paris, dans mon havre de paix et de tranquillité, j'ai allumé la télévision. Les chaînes d'information diffusaient des dernières nouvelles. Scandale à la Sorbonne. La marine rompt toute relation avec le département du célèbre professeur. Des accusations de corruption se cachent-elles derrière ce scandale ? À l'écran, on voyait une photo de Lemercier, en sueur et paniqué, sortant de l'amphithéâtre. En dessous, une photo de moi, droit, impeccable et impassible, sortant de l'amphithéâtre. J'ai pris une gorgée de mon verre. Ce vin rouge ressemblait-il à celui que Lemercier buvait en Italie avec l'argent de l'État ? À ce moment-là, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était le ministre de la Défense. Le moment que j'attendais était arrivé. Le ministre était un ancien camarade de classe de Lemercier. Il devait m'appeler pour me réprimander et me demander de faire marche arrière. C'était le scénario normal. Lemercier comptait là-dessus. Je pris l'appel. « Monsieur le ministre ?»« Simone, » dit le ministre d'une voix tendue. « Lemercier vient de m'appeler. Il était au bord des larmes.
Que se passe-t-il là-bas? Vous avez réduit le budget. Est-ce vrai? C'est exact, monsieur le ministre, répondis-je d'une voix calme. Je n'ai pas jugé opportun que les ressources de la marine soient dépensées dans un service qui insulte notre institution, et plus important encore. Je fis une courte pause. Qui utilise les fonds publics pour financer des vacances personnelles. À ma son? Il y eut un profond silence à l'autre bout du fil. Des fonds publics? Des vacances? De quoi parlez-vous, Simone? Je vous invite à consulter le dossier que je viens de vous envoyer, monsieur, répondis-je. Il s'agit du détail des dépenses engagées par le Mercier sous le nom de recherche et d'un aperçu des documents qui seront publiés demain matin dans les journaux. La respiration du ministre changea. Pendant quelques secondes, je n'entendis que le bruissement du papier. « Oh mon Dieu !» murmura le ministre. « C'est quoi cette facture de Naples? Des frais de spa ?»« Oui, monsieur. Je pense que cela fait partie des mesures de détente stratégique. » Le ministre eut un petit rire nerveux. « Cet idiot! Il allait me faire prendre aussi. C'est exactement ça, monsieur. Nous devions immédiatement mettre fin à cette relation pour vous protéger. Si je n'avais pas réduit le budget et que ces documents avaient été divulgués à la presse, le ministère aurait donné l'impression de financer cette corruption. Je n'ai fait que protéger l'institution Bationsst. C'était là le plus beau coup du jeu d'échecs. Pas le échec et mat, mais le fait d'attirer les pièces de l'adversaire de son côté. Le ministre ne pouvait plus protéger le Mercier. Il devait le sacrifier pour sauver son propre poste. « Tu as raison, Simone, » dit le ministre d'une voix désormais déterminée. « Tu as tout à fait raison, tu as fait du bon travail. Si le Mercier me rappelle… » Je suis en réunion. Le téléphone raccrocha. Je souris. J'avais pris la première forteresse. Le ministre avait retiré son soutien. Les ressources financières avaient été coupées et les médias allaient bientôt se présenter à sa porte. Mais le Mercier n'avait pas encore dit son dernier mot. Un animal blessé est le plus dangereux. Et j'attendais son dernier assaut désespéré, car je savais qu'un homme aussi orgueilleux ne sombrerait pas en silence. Il tenterait d'emporter tout ce qui l'entourait avec lui. Et comme je l'avais prévu, le lendemain matin, le titre que j'ai vu sur mon téléphone allait changer la donne. Le Mercier n'allait pas se contenter de se défendre, il allait s'attaquer à ma vie privée, mon point faible. Le passé secret du contre-amiral Veil, vengeance ou justice, je plissais les yeux. Il allait donc jouer les coups bas. « Très bien, Henri, me suis-je dit. Tu veux te rouler dans la boue, mais tu oublies une chose. Je porte du blanc pour ne pas me salir. » Je n'avais même pas touché à l'assiette de croissant devant moi. Mes yeux étaient rivés sur le titre provocateur du journal Le Canard enchaîné que j'avais posé sur la table. En France, quand un scandale éclate, c'est toujours ce journal satirique qui allume la mèche. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas de satire, mais d'une pure attaque. Les épaves de l'amiral, non seulement les navires coulent, mais les nids aussi. Henri Le Mercier avait vraiment frappé en dessous de la ceinture. Mais pour ce faire, il n'avait pas sali ses mains, il avait utilisé une source anonyme. En lisant les détails de l'article, il ne m'a pas fallu plus de 3 secondes pour comprendre qui était cette source. Jean-Paul, mon ex-mari. L'article disait « Une ancienne proche qui souhaite rester anonyme affirme que l'amiral Veil a détruit sa famille pour assouvir ses ambitions, qu'elle a jeté son mari à la rue sans le sou et qu'elle a transposé sa misandrie de sa vie privée à la sphère publique. L'affaire de la Sorbonne est-elle seulement une question de budget ou le reflet de la haine pathologique de l'amiral envers l'autorité masculine? Jean-Paul, je l'avais vu pour la dernière fois, il y a 5 ans, lorsque les huissiers étaient venus chez nous pour des dettes de jeu. Ce jour-là, il s'était jeté à mes pieds, en pleurant, me suppliant de le sauver. Et moi, ce jour-là comme aujourd'hui, j'étais restée de marbre. J'avais payé ses dettes, oui. Mais en échange, j'avais invoqué la clause de notre contrat de mariage, pris possession légalement de tous ses biens et l'avais rayé de ma vie. Aujourd'hui, ils avaient retrouvé ce pauvre homme et l'utilisaient comme une arme contre moi. Mon téléphone a sonné. C'était le lieutenant Sophie. « Commandant » dit Sophie d'une voix plus grave que d'habitude. « Avez-vous vu les informations ?»« Je vois, Sophie. Je me demande juste à quel prix Jean-Paul a été vendu. »« Exactement 10 000 €, commandant. » répondit Sophie. On entendait le bruit d'un clavier derrière elle. Et ce paiement a été effectué par une société écran qui conseillait Le Mercier. Nous avons les preuves.
les relevés bancaires, les emails, tout. Je souris. Henri, pris de panique, avait commis une erreur. Il était peut-être un universitaire, mais ce n'était pas un génie du crime. Il avait oublié d'effacer ses traces numériques. Super, dis-je, mais nous n'utiliserons pas cette preuve pour l'instant. Pas encore. Pourquoi, commandant? Cela le détruirait. Parce que Sophie, ai-je répondu en regardant le ciel gris de Paris par la fenêtre, si nous révélons tout maintenant, je ne serai qu'une femme puissante qui a fait taire son ex-mari. Les gens sont enclins à croire l'histoire du parigas du mari victime racontée par Jean-Paul. Nous allons d'abord attendre qu'Henri s'enfonce encore plus. Laissons-le raconter cette histoire partout. Laissons-le se positionner comme l'architecte de ce mensonge. Je voudrais m'arrêter ici pour vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie qu'une personne à qui vous aviez fait preuve de compassion vous poignarde dans le dos des années plus tard, considérant cette compassion comme une faiblesse? Si votre réponse est oui, vous comprenez très bien ce que je ressens en ce moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Car là où la compassion s'arrête, la justice commence, avec son visage froid. Quel est le plan, commandant? Demanda Sophie. Ce soir, répondis-je, ce soir, je participerai à l'émission Agenda national sur France 24. Le Mercier sera là, n'est-ce pas? Oui, les producteurs l'ont invité en tant que universitaire victime. Ils vous ont également contacté pour vous donner la possibilité de répondre, mais ils ont pensé que vous refuseriez et n'ont pas insisté. Appelez le producteur, Sophie. Dites-lui que je participerai à l'émission. Mais j'ai une condition. Je serai dans le studio, en direct, et Henri ne doit pas le savoir. Il pensera que je participerai par vidéoconférence. Compris, commandant. Nous voulons créer un effet de choc? Non, Sophie. Nous voulons créer un effet d'exécution. Ah, j'ai raccroché et je me suis dirigée vers ma garde-robe. Je ne porterai pas d'uniforme ce soir. Les gens pouvaient avoir peur de voir le contre-amiral, mais en voyant Madame Veil, ils ne verraient pas seulement un militaire, mais une femme inébranlable. J'ai choisi un tailleur bleu marine en soie aux lignes épurées, simple, élégant et autoritaire. Lorsque je suis entrée dans le studio ce soir-là, l'émission était sur le point de commencer. On m'a fait attendre dans les coulisses. Henri Le Mercier était à l'écran. Confortablement installé dans son fauteuil, il jouait les victimes face au présentateur. « Écoutez, disait Henri de sa voix faussement triste, elle a peut-être un problème avec moi personnellement. Mais s'en prendre à la science, à l'académie et à un pauvre ex-mari, cela ne sied pas à un soldat. Madame Simone est une personne dangereuse qui ne contrôle pas sa puissance. » Le présentateur acquiesçait d'un signe de tête. « Et que pensez-vous des accusations de votre ex-femme ?»« Oh, c'est déchirant, dit Henri. L'honneur d'un homme ainsi bafoué ?» À ce moment-là, le directeur de studio fit signe. « Et maintenant, dit le présentateur, surpris par l'information qu'il venait de recevoir dans son oreillette, nous invitons la vice-amirale Simone Veil, qui nous fait la surprise de venir dans notre studio pour exercer son droit de réponse. » L'expression sur le visage d'Henri, elle n'avait pas de prix. Alors que j'attendais la connexion vidéo, je me suis retrouvée face à lui, en chair et en os. Son attitude détendue a soudainement disparu, il s'est redressé et a dégluti. Lorsque je suis entrée dans le studio, les applaudissements du public étaient timides. Les gens étaient perplexes. Ils ne parvenaient pas à faire le lien entre la femme monstrueuse décrite dans les journaux et cette silhouette élégante qui se tenait devant eux. Je me suis assise dans le fauteuil, en face d'Henri. J'ai croisé les jambes et j'ai souri légèrement. « Bonsoir Henri, Jean-Paul vous salue », ai-je dit. C'était une entrée en matière que les micros avaient captée, mais que seul Henri pouvait comprendre. Ses yeux s'écarquillèrent. « Bonsoir, amiral », dit-il d'une voix tremblante. « Nous étions justement en train de parler de vos décisions impulsives. » Impulsives? Je me suis tournée vers le présentateur. Vous savez, le professeur Le Mercier a raison. Parfois, je prends des décisions trop rapidement. Par exemple, ai-je dit en sortant un petit dossier noir de mon sac. La nuit où j'ai payé les dettes de jeu de mon ex-mari pour le sortir de prison, j'ai pris une décision trop rapide. Tout comme lorsque j'ai vu les reçus prouvant que le professeur Le Mercier y avait retrouvé mon ex-mari et lui avait versé 10 000 € pour qu'il raconte ses mensonges. Un silence de mort s'est abattu sur le studio. Le présentateur est resté bouche bée. Henri s'est levé d'un bond. « Mensonge, c'est une calomnie, cette femme est folle. » Je posai calmement le dossier sur la table, de manière à ce que les caméras puissent le voir.
Les documents sont là, ai-je dit sans élever la voix. Le virement effectué via votre société écran. Athéna Danushman-Luc. La date, l'heure et l'accord de confidentialité signé par mon ex-mari. Tout est sauté là. Les caméras ont zoomé sur le dossier. Henri, en direct, devant des millions de téléspectateurs, a commencé à transpirer. Il était tombé dans le piège. Il était tombé dans le trou qu'il avait lui-même creusé et dans ses profondeurs les plus sombres. De plus, ai-je ajouté pour porter le coup de grâce, l'histoire du foyer détruit dont Jean-Paul a parlé. Pour ceux qui se posent la consubéo de la question, Jean-Paul a eu non pas une, mais 3 relations extra-conjugales pendant notre mariage et a perdu toutes les économies de notre famille au jeu. Je ne l'ai pas mise à la porte. J'ai simplement repris les clés de la maison que j'avais achetée avec mon propre argent pour qu'il ne la perde pas au jeu. Je me suis tournée vers les spectateurs. Je pose maintenant la question suivante. Depuis quand le fait pour une femme de protéger ses biens, son honneur et son institution est-il considéré comme de la misandrie? Ou s'agit-il simplement d'un conte inventé par des hommes ratés, incapables de contrôler les femmes fortes? Le studio s'est mis à bouillonner. D'abord une personne, puis 10, puis toute la salle s'est mise à applaudir. Henri Lemercier, affalé sur sa chaise, avait l'air d'un homme fini. Nous assistions en direct à son suicide politique et social. Mais je n'avais pas encore fini. Ce n'était qu'une défense. Il était maintenant temps de passer à l'attaque. Au fait, Henri, ai-je dit lorsque les applaudissements se sont calmés, qui était votre invité stratégique pendant vos vacances à Naples? Parce que je n'ai pas seulement des relevés bancaires dans mon dossier. J'ai aussi les enregistrements des caméras de sécurité de l'hôtel. La peur dans les yeux d'Henri n'était plus de la panique, mais de la terreur pure, car il savait très bien qui était cet invité. Et si ce nom venait à être révélé, ce n'était pas seulement Henri qui serait brûlé vif, mais la moitié de Paris. Lorsque les lumières du studio s'éteignirent, Henri Lemercier était toujours assis dans ce fauteuil, immobile, comme s'il était attaché par des fils invisibles. Son visage exprimait moins la peur que le vide d'un homme qui venait de réaliser que le monde s'écroulait autour de lui. Pendant la pause publicitaire, le directeur du studio a retiré son casque et s'est approché de moi. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange d'admiration et de peur que je n'avais jamais vu auparavant. « Amiral », m'a-t-il murmuré, « les audiences. Nous avons battu un record historique, mais je crois que notre standard téléphonique est saturé. Tout le monde demande qui est cet invité de Naples. » Je souris et passai mon sac à bandoulière sur mon épaule. Je m'arrêtai devant Henri. Il n'osait pas lever la tête. « Ne t'inquiète pas, Henri, lui dis-je à voix basse, pour qu'il soit le seul à m'entendre. Je n'ai pas révélé son nom. Pas encore. Je te donne un petit avantage ce soir. Va appeler tes patrons. Dis-leur que l'hiver est arrivé. On n'a pas qu'à connaître. » Quand je suis sortie du studio, la nuit parisienne était plus froide que d'habitude, mais moi, je brûlais. Mon téléphone chauffait à force de vibrer. Notifications, messages, appels. La moitié de la France me félicitait, l'autre moitié me traitait de sorcière. Exactement ce que je voulais. Lorsque je suis montée dans la voiture, la voix du lieutenant Sophie a retenti dans le haut-parleur. « Commandant, les réseaux sociaux sont en ébullition. Le hashtag Simone Veil, Mehdi, Aclu, Abdé Pompon, est en tête des tendances mondiales. Mais plus important encore, des paris ont été lancés sur l'identité de votre invité. Laissez-les jouer, Sophie, ai-je répondu en appuyant ma tête contre le siège en cuir. Laissez la peur se répandre comme une épidémie dans les salons stériles de Paris. Parfois, la menace elle-même est plus efficace que l'exécution. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Aux premières lueurs de l'aube, le gros poisson, que j'attendais a mordu à l'hameçon. On a frappé à ma porte. Ce n'était pas un coursier du ministère de la Défense. C'était le chauffeur personnel de Madame Valérie Trapenard. Valérie Trapenard, présidente du Conseil supérieur de l'éthique et de la haute surveillance de l'enseignement supérieur. La dame de fer qui finance les universités et approuve les carrières des professeurs. Et la complice secrète d'Henri Lemercier qui faisait sauter les bouchons de champagne avec l'argent de l'État dans cette fameuse chambre d'hôtel de Naples. Oui, c'était le invité stratégique d'Henri. Le contrôleur et la contrôlée partageaient le même lit et se partageaient le même gâteau de la corruption. Le chauffeur tendit une enveloppe crème scellée. « Madame Trapenard, l'amiral vous invite à prendre le café ce matin, à l'Ambroisie. Juste vous deux. » L'Ambroisie.
L'un des restaurants les plus chers, les plus prestigieux et les plus secrets de Paris. Ce n'était pas une invitation, mais une convocation. Il m'appelait sur son terrain pour jouer selon ses règles. Attendez, dis-je au chauffeur. Je ne suis pas rentrée pour enfiler mon uniforme. À la place, j'ai revêtu un tailleur anthracite, civil mais assez formel. J'ai également mis autour de mon cou un élégant collier de perles qui appartenait à ma mère. Aujourd'hui, je n'étais pas un soldat. Aujourd'hui, j'étais une femme de leur classe, parlant leur langue mais qui leur faisait peur. Quand je suis entrée dans le restaurant, il était presque vide. Valérie était assise à la table du coin, près de la fenêtre. Elle avait une soixantaine d'années, était soignée, avait les cheveux coiffés au millimètre près, et était une femme autoritaire. Elle ne s'est pas levée quand elle m'a vue. Elle a simplement posé doucement la tasse en porcelaine qu'elle tenait à la main sur la table. Je me suis assise en face d'elle. « Amiral, dit-elle d'une voix glaciale, votre spectacle d'hier soir était très divertissant. » « Le divertissement n'est pas mon domaine, Madame Trapenard, répondis-je calmement. Je travaille plutôt dans le secteur du nettoyage, si l'on peut dire. Valérie sourit, mais ses yeux étaient remplis de haine. Écoutez, Simone, je ne vais pas tourner autour du pot. Henri était un idiot. Il était cupide et imprudent. Vous l'avez éliminé, félicitations. Mais elle se pencha en avant, sa voix devenant sifflante. Si cela me touche de près, les choses vont changer. Ah bon? Dis-je en me calant dans mon siège. Comment ça changera, par exemple? Êtes-vous un militaire ou une personnalité mondaine? Engager un détective privé, voler des registres d'hôtels? Pensez-vous que ces actes, soient légaux? D'un simple coup de fil, je peux déclencher une enquête militaire à votre encontre pour atteinte à la sécurité nationale et collecte illégale de renseignements. Vous serez dégradé, vous perdrez votre pension et vous passerez le reste de votre vie dans une prison militaire. Il s'arrêta et me regarda pour évaluer l'effet de ses paroles. Vous ne divulguerez pas ce nom, amiral. Les registres de l'hôtel seront détruits. Henri démissionnera, l'affaire sera classée. Et vous, vous retournerez tranquillement à votre caserne, d'accord? À ce moment précis, j'aimerais vous poser une question. Que faites-vous lorsque le pouvoir qui se dresse devant vous menace de vous détruire? Reculez-vous ou levez-vous le poing? Si vous regardez toujours cette vidéo, c'est que vous connaissez la réponse. Car les lâches n'écrivent pas l'histoire. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et l'ai posé sur la table. Si vous avez fini de me menacer, Madame Trapenard, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai ouvert une photo sur mon téléphone et je l'ai tournée vers elle. La photo n'avait pas été prise dans une chambre d'hôtel à Naples. L'expression confiante sur le visage de Valérie s'est figée, s'est fissurée et s'est brisée en une fraction de seconde. « C'est… » murmura-t-elle. Sa main se posa sur le collier autour de son cou. « Oui, ai-je répondu, c'est une photo prise l'année dernière à Malte, sur le yacht du PDG d'une entreprise du secteur de la défense. La personne à côté de vous n'est pas Henri, c'est le responsable du lobbying de cette entreprise, qui tente de vendre à prix d'or des systèmes radars défectueux à la marine française. » Valérie était aussi pâle que la nappe blanche qui recouvrait la table. « Henri n'était qu'un pion, Valérie, » ai-je dit en baissant la voix. « Un petit pion cupide, mais vous êtes le roi. » Et je n'étais pas seulement après Henri, j'étais après cette grande machine qui volait l'avenir de mes étudiants et détournait le budget de mon armée. Je repris le téléphone. Les dossiers de Naples n'étaient qu'un début. Le vrai dossier concerne vos comptes offshore à Malte. Et ce dossier n'est pas dans mon coffre-fort. Il est actuellement dans un système de clés mortelles qui, si quelque chose m'arrivait, serait automatiquement envoyé au procureur et à la presse. Je me suis levée. Valérie, recroquevillée sur sa chaise, semblait avoir vieilli. La dame de fer s'était effondrée. « Maintenant, dis-je, je propose un accord. Henri démissionnera aujourd'hui. Votre comité de surveillance sera examiné par une commission indépendante que je désignerai. Et vous demanderez votre retraite pour raison de santé. » Valérie m'a regardée, les lèvres tremblantes. « Vous allez me détruire. » Je ne vous ai pas détruite, madame. C'est votre arrogance insatiable qui vous a détruite. Mais lorsque je suis sortie du restaurant, le soleil avait percé les nuages. Paris ne semblait plus aussi grise. Pour la première fois, j'ai senti le poids des insignes sur mes épaules s'alléger. Mais la guerre n'était pas terminée, ce n'était qu'une victoire sur le front.
Henri et Valérie avaient peut-être disparu, mais l'énorme structure derrière eux, cette main invisible, n'avait pas encore fait son coup. Et cette main m'a été plus dangereuse que tout. Mon téléphone sonna. Il n'y avait pas de numéro affiché. Allô? La voix au téléphone était métallique et artificielle. Vous êtes allé trop loin, amiral. Vous n'auriez pas dû voir ce qui se cachait derrière certaines portes. Le téléphone s'est éteint. J'ai souri. Si j'ai enfoncé la porte, me suis-je dit, entrer est une question de courtoisie. Le bourdonnement que cette voix métallique avait laissé dans mes oreilles était plus fort que le bruit de la circulation parisienne. Vous n'auriez pas dû voir ce qui se cache derrière certaines portes. Cette phrase n'était pas une simple menace, c'était un aveu. Derrière Valérie et Henri se cachaient non seulement quelques bureaucrates corrompus, mais aussi une organisation qui s'était infiltrée dans les moindres recoins de l'État et se croyait intouchable. Lorsque je suis montée dans la voiture, mon chauffeur Morel m'a regardé dans le rétroviseur. Il a dû voir l'expression sur mon visage, car sa main s'est instinctivement posée sur l'arme qu'il portait à la ceinture. « Commandant » dit-il d'une voix alerte. « Nous ne rentrons pas à la maison, Morel. » ai-je répondu en scrutant à travers la vitre les yeux invisibles qui nous suivaient. « Nous allons dans un endroit sûr. Échangez d'itinéraire, n'empruntez pas les grandes artères. » Morel a hoché la tête et a brusquement tourné le volant. C'était un ancien soldat de la Légion étrangère. Il ne posait pas de questions, il exécutait simplement les ordres. Et à ce moment-là, il savait qu'il n'était pas le chauffeur d'une proie, mais celui d'un chasseur. Je sortis mon téléphone. Je devais appeler Sophie. Si cette main invisible m'avait atteint, elle allait certainement essayer d'atteindre mon cerveau numérique, c'est-à-dire Sophie. Le téléphone sonna, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle ne répondait pas. Mon cœur ne s'est pas mis à battre plus vite, mais son rythme s'est accéléré. Sophie ne manquait jamais mes appels. Jamais. J'ai rappelé. Cette fois, la ligne a été coupée, mais personne n'a répondu. Juste un étrange grésillement étouffé, puis un souffle. « Sophie ?» ai-je dit. « Commandant !» Sa voix était un murmure. On aurait dit qu'elle parlait depuis l'intérieur d'un placard. « Ils sont arrivés. » Ce simple mot « ils sont là » a glacé mon sang. « Qui est arrivé, Sophie? Où es-tu? » « Je suis au bureau. Enfin, je suis dans la ruche. J'ai verrouillé le système. Transfère les données dans la boîte noire. Mais ils forcèrent la porte. Ce ne sont pas des policiers, commandant. Ce sont des professionnels. » J'ai entendu ce bruit en arrière-plan. Ce n'était pas le bruit du bois qui se brise, mais le bourdonnement aigu et mécanique d'un métal lourd qui perce. Des ouvre-portes de type spécial. « Écoute-moi, Sophie », ai-je dit en adoptant le ton de l'amiral. Je ne pouvais pas me permettre de paniquer. « Utilise la sortie arrière, protocole d'urgence C4, tout de suite. »« Je ne peux pas, » a répondu Sophie, la voix tremblante, mais sans pleurer. « Ma fille, ma courageuse fille. Ils ont pris le contrôle des couloirs. Il n'y a qu'une seule issue, mais pour la prendre, je dois rester dans la salle des serveurs pour récupérer les données. Si je pars maintenant, ils prendront tout. Les dossiers sur Malte, les comptes offshore, tout. Je me fiche des données, Sophie. Sortez de là, ai-je crié. C'était la première fois que je haussais le ton. Moi, je m'en soucie, commandant, a-t-elle répondu. Vous m'avez dit, cet uniforme n'est pas seulement du tissu, c'est un serment. Je ne porte pas d'uniforme, mais mon serment, c'est cet écran. Et puis, ce bruit horrible retentit. Une grosse explosion, des éclats de verre, des cris, et le bruit du téléphone tombant par terre. La ligne a été coupée. « Morel !» ai-je dit, ma voix devenue un ordre glacial. « À Kovan, tout de suite. Je me fiche des règles de circulation. Roulez !» Morel a appuyé sur l'accélérateur. La voiture officielle noire a filé comme une fusée dans les rues de Paris. Les feux rouges, les klaxons, les piétons stupéfaits, tout restait derrière nous comme des taches floues. Kovan était notre bureau, caché sous une ancienne imprimerie qui semblait abandonnée vue de l'extérieur, où Sophie et mon équipe travaillaient. Il nous a fallu 15 minutes pour y arriver. 15 minutes qui m'ont semblé durer 15 ans. Lorsque nous sommes arrivés dans la rue, j'ai vu la scène. 3 minibus noirs étaient garés devant le bâtiment. Ils n'avaient pas de plaque d'immatriculation. 2 hommes en tenue tactique, le visage masqué, montaient la garde à la porte. « Ce ne sont pas des agents de l'État, » a déclaré Morel en sortant son arme. « Ce sont des mercenaires. »« Range ton arme, Morel, » ai-je dit en ouvrant la porte. « Commandant, c'est de la folie. Je dois vous protéger. »
Ce n'est pas moi qu'il faut protéger, mais ceux qui sont à l'intérieur, et nous ne pouvons pas le faire en entrant en conflit avec eux. Ils sont trop nombreux. Je sortis mon téléphone de mon sac et composai un numéro spécial. Ce numéro était celui du directeur des services secrets français, Pierre, un camarade de promotion de l'école militaire. Pierre, dis-je dès que la ligne fut prise, 11e arrondissement, rue de la Fonderie, tu déclenches l'alerte terroriste. Maintenant, au plus haut niveau. Simone, que se passe-t-il? Quel terrorisme? Ne pose pas de questions, Pierre. Mon équipe est à l'intérieur et sur le point d'être massacrée. Si les forces spéciales n'arrivent pas ici dans les 2 minutes, demain matin, tu liras en gros titre « Massacre dans le bureau secret du contre-amiral » au cœur de la France. Et sois sûr que ton nom figurera sous cet article. J'ai raccroché. Je ne bluffais pas. La peur de Pierre était plus rapide que la bureaucratie. Je suis sortie de la voiture et j'ai commencé à marcher vers les hommes masqués, les mains en l'air. Morel était derrière moi, prêt à tirer, mais il ne tirait pas. Les hommes ont pointé leurs armes sur moi. Les points rouges des viseurs laser dansaient sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. « Arrêtez !» a crié l'un d'eux. Son accent n'était pas français, c'était un accent d'Europe de l'Est. « Je suis le vice-amiral Simone Veil », ai-je dit, ma voix résonnant dans la rue. Je n'ai pas ralenti le pas. Et en ce moment même, sur le sol de la République française, vous pointez vos armes sur un amiral français. Êtes-vous assez stupide pour commettre cette erreur ou essayez-vous simplement de gagner votre argent? Les hommes hésitèrent un instant. Un amiral, même sans uniforme, mon attitude, le ton de ma voix et mon calme mortel les avaient surpris. Ils chuchotèrent quelque chose dans leur radio. À ce moment-là, des sirènes retentirent au bout de la rue. Pas une, ni 10. On aurait dit que toute la police de Paris se précipitait ici. Pierre avait fait son travail. Le chef des hommes, masqué, frappa violemment le minibus. « On se retire, le colis est annulé !» cria-t-il. Ils montèrent rapidement dans leur véhicule et partirent à toute vitesse dans la direction opposée à celle d'arrivée de la police. Je n'essayais pas de les arrêter. Ils n'étaient pas ma priorité. Je me suis précipitée vers le bâtiment. J'ai monté les escaliers 2 par 2. La porte en fer avait été enfoncée. L'intérieur ressemblait à un champ de bataille. Des tables renversées, des écrans brisés. « Sophie !» ai-je crié. Pas de réponse. Je me suis dirigée vers la salle des serveurs. La porte était entr'ouverte. En entrant, j'ai trouvé Sophie par terre. Elle avait une blessure au front qui saignait. Elle était immobile sur le sol, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Elle était en vie. Je me suis immédiatement agenouillée à côté d'elle. J'ai vérifié son pouls. Il était rapide mais régulier. Elle avait probablement été frappée à la tête. Elle a ouvert les yeux. En me voyant, elle a grimacé de douleur, puis elle a souri. Elle a souri avec ses dents ensanglantées. Il a mis la main dans sa poche et en a sorti une petite clé USB argentée. « Ils ne l'ont pas récupérée, » murmura-t-il. « J'ai détruit le système, commandant. Les serveurs ont fondu. Ils n'ont rien trouvé. Mais la copie est ici. » Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas pleuré, parce qu'un amiral ne pleure pas. Un amiral honore le sacrifice de ses soldats. Je pris la clé USB et la serrai fermement dans ma main. « Bravo, soldat !» dis-je. « Bravo !» On entendait les pas des policiers dehors. Morel entra. « Amiral, les policiers sont là. Que leur dirons-nous » J'ai pris Sophie dans mes bras. « Pas la vérité ?» ai-je répondu, sans quitter des yeux les écrans brisés. Nous leur dirons qu'il s'agit d'une tentative de cambriolage. C'est le bureau d'une société de cybersécurité. Et nous étions ici par hasard. Car si je disais la vérité à la police, à savoir que Sophie était de mon agent secret, je ne pourrais pas la protéger. Il l'entraînerait dans le système et la détruirait. J'ai confié Sophie à Morel. Emmène-la dans la meilleure clinique privée. Pas d'enregistrement, pas de nom. Les frais seront pris en charge par mon compte personnel. Morel a emmené Sophie et je suis restée seule dans la pièce. J'ai regardé le métal froid dans ma main, la clé USB. Sophie avait protégé ses données au péril de sa vie. Mais que contenait cette clé? Plus que cette photo prise à Malte, la pièce finale qui permettrait de révéler l'identité de la main invisible. Je regardais l'un des ordinateurs dont le boîtier fumait encore. L'écran était brisé, mais je me vis dans son reflet. Mon visage n'arborait plus cette froideur bureaucratique. Il affichait l'expression de Deku, dans la timonerie d'un navire de guerre, lorsqu'il aperçut la flotte ennemie à l'horizon. « Vous voulez la guerre ?» dis-je silencieusement.
Une guerre sans règles, impitoyable et sanglante. J'ai ajusté ma veste. Mon collier de perles s'était cassé dans la précipitation. Je ne l'ai pas ramassé. L'air de la délicatesse était révolu. Très bien, dis-je. Rapprochez les navires, car il n'y a pas de retour en arrière possible. Je me trouvais dans la salle stérile d'une clinique privée invisible sur les cartes, dans la banlieue de Paris. Le seul bruit était le bip-bip rythmique du moniteur qui indiquait les battements du cœur de Sophie. Elle avait la tête bandée, le visage pâle, mais elle était en vie. Morel montait la garde à la porte. Il tenait un magazine à la main, mais ses yeux étaient rivés sur l'ascenseur au bout du couloir. La clé USB argentée que j'avais prise dans la main ensanglantée de Sophie était maintenant branchée sur mon ordinateur portable. L'écran clignotait pour demander le mot de passe afin d'ouvrir les fichiers. Sophie ne m'avait pas donné de mot de passe avant de perdre connaissance. Mais elle n'avait pas besoin de le faire. Il existait entre nous un lien qui ne nécessitait pas de mots. Le mot de passe était la première phrase que je lui avais dite le jour où je l'avais embauché. La loyauté vaut plus que l'intelligence. Je tendis la main vers le clavier. La fidélité vante l'intelligence. L'écran est devenu vert, les fichiers se sont ouverts, et à ce moment-là, l'air dans la pièce s'est glacé. Les malversations de Valérie Trapenard, les vacances luxueuses d'Henri. À côté de ce que je voyais, tout cela ressemblait à des jeux d'enfants innocents. Ce qui se trouvait devant moi n'était pas un simple dossier de vol. C'était la trace numérique d'une trahison nationale. Le nom du dossier, Projet Posidon. Plus j'examinais les documents, plus j'avais la nausée. Ces radars défectueux achetés à cette société maltaise, ils n'étaient pas défectueux. Ils avaient été spécialement modifiés pour être aveugles à certaines fréquences. Et ces angles morts correspondaient exactement aux routes du trafic de drogue et d'armes en Méditerranée. Pire encore, les coordonnées de ces angles morts étaient transmises à un pays tiers via un serveur crypté. En d'autres termes, la marine française ouvrait elle-même la porte à l'ennemi dans ses propres eaux. Et à la tête de toute cette opération, il n'y avait pas Valérie, il n'y avait pas Henri. Ils n'étaient que des pions qui engloutissaient l'argent. Le pouvoir de signature appartenait au président du conseil d'administration des fondations Écran, le sénateur Philippe Rochefort. Philippe Rochefort, président de la commission de la défense, chouchou des médias, le candidat le plus en vue pour les prochaines élections présidentielles. Et aux yeux du public, le havre de paix de la France. Je me suis arrêtée et j'ai regardé l'écran. Si je remettais ces documents à la police maintenant, le dossier serait immédiatement classé secret pour des raisons de sécurité nationale. Rochefort était très puissant. Il pouvait contrôler les juges, les procureurs et peut-être même mon ami Pierre. C'était la raison pour laquelle Sophie avait été agressée. Il craignait que leur trahison soit découverte, pas leur vol. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai décroché et porté à mon oreille. Je n'ai pas parlé. De l'autre côté, j'entendis cette voix si familière, grave et charismatique. Cette voix qui inspirait confiance au public à la télévision. « Amiral Veil », dit le sénateur Rochefort. Sa voix était édifiante aussi chaleureuse que celle d'un ami invitant un ami à dîner. « J'ai appris que votre assistante avait eu un accident malheureux. Je tenais à vous présenter mes condoléances. » Je sentais mes doigts blanchir à force de serrer le téléphone. « Ce n'était pas un accident, sénateur, dis-je. Et j'ai renvoyé vos émissaires les mains vides. » Rochefort rit doucement. « Vous, les militaires, vous voyez tout comme un champ de bataille. Mais ce n'est que du commerce, Simone. C'est ainsi que fonctionne l'ordre mondial. Vendre sa patrie n'est pas du commerce, sénateur, c'est de la trahison. » Silence. La chaleur de sa voix baissa d'1 degré. « Je sais ce que vous avez entre les mains, Simone, cette petite clé USB en argent. Mais réfléchissez, que se passera-t-il si vous publiez ces documents? Vous révélez au monde entier à quel point la marine française est impuissante et criblée de failles. Nos alliés ne nous feront plus confiance. Nos ennemis prendront courage. Je croyais que vous vouliez protéger l'institution. Si vous ouvrez ce dossier, vous détruirez l'institution. C'était là leur arme la plus redoutable. Utilisez mon patriotisme contre moi, le chantage. Tais-toi, sinon l'État t'en pâtira. Je protège l'institution en la débarrassant des parasites qui la rongent, ai-je répondu. Très bien, dit Rochefort. Alors faisons ainsi. Demain soir, je donne ma traditionnelle fête du solstice d'été. Dans mon manoir, tout Paris y sera. Les ministres, les généraux, les ambassadeurs. Venez-vous aussi.
Pas en uniforme, mais en civil. Nous boirons une coupe de champagne et je vous ferai une offre que vous ne pourrez pas refuser. Si vous refusez, il s'interrompit. Si vous refusez, je sais que vous n'avez pas de copie des données contenues dans cette mémoire. Et Sophie est actuellement sans défense dans une chambre d'hôpital. Je sais aussi que vous ne pouvez pas rester à son chevet éternellement. La menace était claire. Soit j'acceptais, soit Sophie mourrait. Je serai là, ai-je répondu. Mais je n'aime pas le champagne, je préfère les alcools plus forts. J'ai raccroché. Je voudrais vous poser une question. Si votre ennemi utilise les lois, l'État et même la vie de vos proches comme arme, que feriez-vous? Continueriez-vous à respecter les règles ou mettriez-vous le feu aux poudres? La fin de cette histoire n'est peut-être pas celle que vous espérez. Si vous êtes prêt à voir le prix de la justice, abonnez-vous, car nous sommes sur le point d'ouvrir les portes de l'enfer. Je me suis tournée vers Morel. On y va, commandant? Demanda-t-il. Non, Morel, nous nous préparons. Vous transférerez Sophie cette nuit dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital militaire sous mon autorité. 2 commandos de la marine monteront la garde à son chevet. Leur identité restera secrète. Et vous? Moi, ai-je répondu en fermant le couvercle de l'ordinateur. Je vais à 1 bal demain soir, et je n'emporterai pas seulement mon sac, mais aussi l'apocalypse. De retour chez moi, j'ouvris le compartiment secret au fond de mon armoire que je n'avais pas touché depuis des années. À côté de mon uniforme d'amiral blanc se trouvait une boîte provenant d'un passé beaucoup plus ancien et beaucoup plus sombre. Il s'agissait de l'équipement que j'utilisais lorsque j'étais jeune officier du renseignement. J'ai sorti une petite broche élégante en forme de diamant. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était une caméra haute résolution et un enregistreur audio. Et surtout, tout ce qu'elle enregistrait était instantanément transféré vers un cloud sécurisé via satellite. Je me suis ensuite assis devant mon ordinateur. J'ai récupéré les données de la clé USB et j'ai écrit un logiciel spécial, le protocole Topacom. Le protocole Pandora. Si mon téléphone n'émettait pas de signal « Je suis en vie » pendant un certain temps, ce logiciel se déclencherait et enverrait ces documents non seulement à la presse, mais aussi aux services de renseignement de tous les alliés de l'OTAN, à Interpol et à des plateformes similaires à Wikileaks, simultanément. Rochefort avait raison, la publication de ces documents aurait ébranlé la France. Mais parfois, amputer un bras gangrené est le seul moyen d'empêcher la mort du corps. Le lendemain soir, lorsque je suis arrivée au château de Rochefort, près de Paris, l'allée était remplie de voitures de luxe. Un tapis rouge avait été déroulé, des photographes, des tours de champagne, de la musique classique. Tout cela ressemblait à un vernis brillant recouvrant la pourriture. Je portais une robe noire qui descendait jusqu'au sol et laissait mes épaules dénudées. J'avais épinglé cette broche en diamant à mon col. Mes cheveux étaient relevés en chignon. Mon visage arborait mon célèbre regard, Blue Eyes. Lorsque je suis entrée dans la salle, les conversations se sont interrompues un instant. Les gens ont commencé à chuchoter. Cette femme est ici. L'amiral Veil? Il paraît qu'elle va démissionner. Les rumeurs s'étaient déjà répandues. Les hommes de Rochefort avaient fait courir le bruit que j'avais des problèmes psychologiques et que j'allais prendre ma retraite. Philippe Rochefort est apparu au milieu de la foule. Il était accompagné de sa jeune et belle épouse. En me voyant, il m'a ouvert les bras, comme si j'étais une vieille amie. « Simone, quelle merveilleuse surprise !» s'écria-t-il à voix haute pour que tout le monde l'entende. Il me prit la main et l'embrassa tendrement. « Je suis ravie que vous soyez venue. Venez, je vous prie, dans mon bureau. Nous pourrons discuter des affaires du pays à l'abri du bruit. » Je souris. « Avec plaisir, sénateur, » ai-je répondu. Il m'a conduit dans son immense bibliothèque, une pièce insonorisée et sécurisée. Une fois à l'intérieur, il a fermé la porte et l'a verrouillée. Le sourire factice sur son visage a immédiatement disparu. Il passa derrière son bureau, sortit un dossier et un chéquier de son tiroir. « Oh. Je n'ai pas inscrit le montant, dit-il en me tendant le chèque. Et voici le titre de propriété d'une villa à votre nom, ici, dans les Caraïbes, sur une île où les criminels ne sont pas extradés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me remettre cette mémoire et de prendre l'avion ce soir. Sophie vous rejoindra dès qu'elle sera rétablie. » Je regardai le chèque, puis le titre de propriété. « C'est très généreux, dis-je. Je suis un homme généreux, Simone. Je suis aussi patriote. Je ne veux pas que ce scandale détruise le pays. Papa m'appelle ma soeur parce que c'est pas moi.
J'ai mis la main dans mon sac. Rochefort a sursauté, pensant que j'allais sortir une arme, mais j'ai sorti la clé USB en argent. Je l'ai posée sur la table. Les yeux de Rochefort se sont illuminés. Il pensait avoir gagné. Il croyait que tout le monde avait un prix. Très bien, dit-il en tendant la main vers la clé. J'ai une condition, ai-je dit en posant ma main sur la clé. Laquelle? Plus d'argent? Non, ai-je répondu en me penchant vers lui. Ma broche se trouvait juste à hauteur de son visage. Je veux que tu avoues, pas à moi, pas à ta conscience. Je veux savoir, ici et maintenant, à qui tu as vendu les coordonnées de ces radars. Par simple curiosité. La curiosité d'un collègue. Rochefort a ri. Il était détendu. Après tout, la mémoire était entre ses mains. La curiosité tue le chat, Simone, dit-il en se calant dans son fauteuil. Il alluma un cigare. Mais puisque tu pars, tu peux le savoir. Nous avons vendu les coordonnées à un consortium nord-africain. Ils voulaient juste une voie de passage. Nous leur avons vendu une cape d'invisibilité. Avec les fonds que nous avons obtenus en échange, nous finançons ma future campagne électorale. Donc, techniquement, j'utilise cet argent pour l'avenir de la France. Il souffla la fumée dans l'air. Donc, tu as vendu la patrie pour la gouverner, dis-je. L'histoire ne juge pas les vainqueurs, Simone. Maintenant, prends ton chèque et va-t'en. J'ai souri. J'ai affiché mon sourire réel, froid et incisif. Je lui tendis la mémoire. Tenez, sénateur, dis-je, cette mémoire est à vous. Rochefort était surpris. Je n'avais pas pris le chèque. Vous ne voulez pas le chèque? Non, parce que les données contenues dans cette mémoire sont cryptées, et le code change toutes les 24 heures. Et la copie originale, j'ai touché mon col, la broche en diamant. La copie originale, avec votre confession de tout à l'heure, vient d'être téléchargée en direct dans le cloud. Le visage de Rochefort devint plus gris encore que son cigare allumé. Ses yeux se fixèrent sur la broche. « Vous, grogna-t-il, qu'avez-vous fait ?»« J'ai fait mon travail, sénateur. Et maintenant, dis-je en regardant ma montre, dans environ 3 minutes, les médias que tu aimes tant et les forces spéciales de Pierre seront à ta porte. Tu as ouvert la boîte de Pandore, Philippe, et il n'y avait pas d'espoir à l'intérieur. Il y avait moi. » Rochefort appuya sur le bouton sous la table, l'alarme de sécurité. La porte commença à être enfoncée. Les gardes étaient sur le point d'entrer. Je m'assis calmement dans mon fauteuil. « Tu ne vas pas t'enfuir ?» cria Rochefort en sortant son arme du tiroir. « Un amiral n'abandonne pas son navire, sénateur, » répondis-je, « surtout quand le navire coule et qu'il est si agréable de regarder les rats s'enfuir. » La porte a été enfoncée. Étaient-ce les gardes qui entraient ou les cavaliers, ce que j'avais appelé? Le moment où la porte en chêne fut arrachée de ses gonds et tomba à terre coïncida avec celui où le verre à whisky en cristal que tenait le sénateur Rochefort tomba et se brisa. La pièce fut soudainement envahie par la fumée, les cris et la lumière aveuglante des torches tactiques. Rochefort laissa tomber son arme et se protégea le visage avec ses mains. « Ne tirez pas, je suis sénateur, j'ai l'immunité !» criait-il. Sa voix, qui était encore rassurée quelques instants auparavant, ressemblait désormais au couinement d'un rat acculé. Ceux qui entrèrent n'étaient pas les gardes du corps de Rochefort. Avec leurs uniformes noirs, leurs casques et leurs insignes gigènes sur la poitrine, ils appartenaient à la plus prestigieuse unité antiterroriste de France. Et en tête, non pas avec une arme à la main, mais avec des menottes, se trouvait mon ami Pierre. Pierre regardait Rochefort non pas comme un criminel, mais comme un insecte nuisible. « Philippe Rochefort, » dit Pierre d'une voix suffisamment forte pour couvrir le chaos qui régnait dans la pièce. « Vous êtes en état d'arrestation pour trahison, atteinte à la sécurité nationale et direction d'une organisation criminelle. Votre immunité est suspendue à compter de ce jour en raison de votre arrestation en flagrant délit. » Rochefort se débattait au sol, sous les genoux des 2 commandos. « C'est un coup d'État. Cette femme est folle. Elle m'a tendu un piège. » Quant à moi, j'étais toujours assise dans ce fauteuil. J'avais les jambes croisées et les mains jointes sur les genoux. Je n'ai pas cligné des yeux malgré la lumière des lampes torches braquées sur mon visage. Pierre s'est approché de moi. Son visage affichait une expression fatiguée mais fière. « Ça va, Simone ?» demanda-t-il en posant sa main sur mon épaule. « Je ne me suis jamais sentie aussi bien, Pierre, » répondis-je en me levant lentement. Je remis ma robe en place. Je retirai la broche près de mon cou, ce petit bourreau numérique, et la déposai dans la paume de Pierre. Je pense que le procureur en aura besoin. La diffusion en direct est terminée, mais l'enregistrement est toujours là.
Ils ont relevé Rochefort. Son smoking était couvert de poussière, son nœud papillon avait glissé. Il s'est arrêté en me voyant. Ses yeux débordaient de haine pure. « Tu vas payer pour ça, Simone » a-t-il sifflé tandis que les policiers l'emmenaient. « Tu m'as peut-être détruit, mais nous sommes nombreux. Tu ne peux même pas imaginer les forces qui me soutiennent. » Je fis un pas vers lui. Il n'y avait que 10 centimètres entre nous. « Les forces derrière toi, Philippe ?» murmurai-je. Ces forces sont en train de détruire leur téléphone, de brûler leurs disques durs et de préparer des communiqués de presse dans lesquels ils affirment ne pas te connaître. Tu n'es plus une force, tu n'es qu'un déchet et le système va te rejeter. Ils ont fait sortir Rochefort. Lorsque Pierre et moi sommes sortis de cette pièce, la salle de bal du manoir était en état de choc. La musique s'était arrêtée, les coupes de champagne étaient restées figées dans les mains. Les ministres, les ambassadeurs, la haute société parisienne, tous regardaient le futur président de la France être emmené menottes aux poignets. Et je marchais juste derrière lui, avec ma robe noire, ma posture droite et mon visage impassible. Personne n'osait croiser mon regard. Les chuchotements cessèrent. En traversant la foule, je me sentais comme Moïse fendant la mer Rouge. Les gens s'écartaient, me laissant passer. Peur, respect et terreur. Quand je suis sortie, le devant du manoir était un véritable cirque médiatique. Pierre avait tenu parole. Il avait rassemblé la presse ici. Les flashs crépitaient, les journalistes criaient « Amiral Vell, Rochefort a-t-il été arrêté? Les allégations sont-elles vraies? C'est vous qui l'avez dénoncé ?» Je n'ai répondu à aucune de ces questions. Je me suis contentée de monter dans la voiture que Morel m'avait ouverte. Lorsque la voiture démarra, je sentis le poids invisible qui pesait sur mes épaules s'envoler. Mais, en même temps, je ressentais un étrange vide en moi. La justice avait été rendue, certes, mais cette justice apaisait-elle les souffrances de Sophie dans son lit d'hôpital? Arrêtons-nous un instant. Nous aimons tous cette scène dans les films où le méchant est arrêté, n'est-ce pas? Mais dans la vie réelle, l'histoire ne s'arrête pas lorsque les menottes sont mises. Le véritable combat commence dans les salles d'audience et dans ces couloirs sombres. Si vous pensez que cette histoire n'est pas seulement une histoire de vengeance, mais aussi une histoire de purification, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car le nettoyage ne fait que commencer. Mon téléphone a sonné. C'était le commando naval à l'hôpital. « Commandant ?» dit le soldat. « Madame Sophie s'est réveillée. Elle demande de vos nouvelles. »« J'arrive, » ai-je répondu. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Sophie était assise dans son lit. Elle avait toujours des bandages sur la tête, mais la lueur était revenue dans ses yeux. La télévision dans la chambre diffusait les dernières nouvelles. Le sénateur Rochefort accusé de trahison. L'amiral Vell, la femme qui a sauvé la France? Elle m'a souri en me voyant. « Vous avez réussi, commandant, dit-elle. Vous l'avez fait tomber. » Je me suis assis au bord de son lit et lui ai pris la main. « Nous l'avons fait tomber, Sophie. Nous. »« Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « C'est fini ?» Je regardais la télévision. À l'écran, les avocats de Rochefort faisaient une déclaration. Notre client a été victime d'un complot. Toutes ces accusations sont montées de toutes pièces. Je plissai les yeux. « Non, Sophie, ai-je répondu. Ce n'est pas fini. Rochefort n'était que le début. » Mais ce serpent a une longue queue. Maintenant, les autres parties de cette queue vont s'unir pour nous détruire. La bataille juridique va commencer. Les attaques contre notre réputation vont s'intensifier. Et je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris. « Mais ils oublient une chose, » ai-je dit en regardant mon reflet dans la vitre. « Quoi donc, commandant ?»« J'ai appris à combattre en mer, Sophie. Et en mer, quelle que soit la violence de la tempête, c'est le devoir du capitaine de ramener le navire à bon port. Nous ramènerons ce navire à bon port, en éliminant tous les rats qui s'y trouvent. » Le lendemain matin, en entrant dans mon bureau au ministère de la Défense, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau, une enveloppe blanche, sans cachet. Elle contenait une seule feuille de papier. Il n'y avait ni nom ni signature, juste une phrase tapée à la machine. « Savourez votre victoire, amiral, car c'était votre dernier dîner. » Je froissai le papier et le jetai à la poubelle. « Morel, » ai-je crié. « À vos ordres, commandant. Appelez mes avocats, mon conseiller en relations publiques et nos anciens amis des services secrets. Nous mettons en place la salle de guerre. » Rochefort était en prison, mais ses associés à l'extérieur voulaient se venger, et j'allais leur donner ce qu'ils voulaient. Mais à mes conditions.
Nous étions au sous-sol d'un immeuble situé en plein cœur de Paris, qui ressemblait à un cabinet d'avocats ordinaires vu de l'extérieur, mais qui était en réalité l'un des refuges les plus sécurisés de la ville. C'était ma salle de guerre. Les murs étaient insonorisés, la connexion Internet était assurée par des satellites indépendants, et tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur avaient confié leur vie les uns aux autres. Nous étions 4 autour de la table, moi, Simone Veil, Pierre, directeur de la DGSI, Morel, mon fidèle garde du corps et ancien légionnaire, et le nouveau venu parmi nous, l'avocat du barreau de Paris surnommé le chien enragé, maître Jacques Vergès. Et à l'autre bout de l'écran, Sophie, connectée depuis son lit d'hôpital via une ligne sécurisée. Jacques jeta son stylo sur la table. « La situation est plus complexe que nous le pensions, Simone, dit-il d'une voix aussi rauque que la fumée de cigarette. Rochefort est en prison, mais son réseau à l'extérieur est toujours actif. Ce matin, 3 juges différents ont examiné la demande de libération présentée par les avocats de Rochefort pour insuffisance de preuves et collecte illégale de preuves. « Des preuves irrégulières ?» demanda Pierre. « Nous l'avons arrêté chez lui, sur ses propres aveux. »« Le droit ne s'intéresse pas aux faits, mais aux procédures vérifiables, Pierre, » répondit Jacques. Les avocats de Rochefort soutiennent que cet enregistrement a été réalisé sans autorisation et qu'il constitue une violation de la vie privée. Si le juge accepte cet argument, l'enregistrement sera invalidé et Rochefort sortira libre. Je pris une profonde inspiration. L'ennemi utilisait le système comme une arme. « Quel juge examine le dossier ?» demandai-je. « Le juge Antoine Vasseur », répondit Sophie depuis son écran. Sa voix était encore un peu faible, mais ses doigts volaient sur le clavier. « J'ai consulté son dossier, commandant. Il semble irréprochable. Aucune accusation de corruption n'a été portée contre lui au cours de sa carrière. C'est un homme conservateur et strict. »« Tout le monde a un prix, Sophie, dis-je. On peut l'acheter avec l'argent ou avec la peur. » Jacques intervint. « Ils ne peuvent pas acheter Vasseur, mais ils peuvent le manipuler. La structure derrière Rochefort, le consortium que nous appelons le cabinet fantôme, est passé maître dans l'art de trouver les points faibles des gens. » Je me levai et me dirigeai vers la carte numérique accrochée au mur. Les entreprises, banques et fondations liées à Rochefort étaient indiquées par des points rouges. « Nous n'allons pas nous défendre, dis-je. Pendant qu'ils essaieront de se débarrasser de Rochefort, nous leur couperons le souffle. » J'ai posé mon doigt sur le plus gros point rouge de la carte. « Où est-ce » ? Orion Logistics, a répondu Sophie, la société écran de ce consortium en Afrique du Nord. Les navires qui empruntent les routes invisibles vendues par Rochefort appartiennent à cette société. Bien, dis-je. Jacques, pouvons-nous saisir tous les biens de cette société pour financement du terrorisme? Jacques sourit, son sourire féroce et dangereux. Si nous avons des preuves concrètes, même Vasseur ne pourra pas refuser. Mais il nous faut des preuves. Nous devons prouver ce que transportent ces navires. Les preuves sont en mer, ai-je répondu. Et je suis amiral. Je sortis mon téléphone et appelai le centre des opérations navales. C'était un geste qui allait pousser mes pouvoirs à leur limite. Ce serait peut-être mon dernier ordre. Ici l'amiral Veil, ai-je dit. Passez-moi le commandant de la force opérationnelle en Méditerranée. Code Tempête rouge. L'officier au bout du fil marqua une pause. À vos ordres, commandant. 1 minute plus tard, le contre-amiral Leblanc était à l'autre bout du fil. C'était un de mes anciens élèves. « Vous m'entendez, Leblanc ?»« Je vous entends, commandant. J'attends vos ordres. »« Je veux que vous meniez une opération contre le navire Orion Star, battant pavillon panaméen, qui navigue actuellement au large de Marseille. Le manifeste de cargaison indique « machines agricoles ». Mais nos renseignements indiquent que les conteneurs contiennent des pièces de missiles guidés de nouvelle génération vendues par Rochefort. « Commandant » dit Leblanc avec hésitation. « Ce serait une intervention dans les eaux internationales. Sans l'autorisation du ministère ?»« Le ministère est paralysé en ce moment. » Leblanc, « C'est moi qui suis responsable. Arrêtez ce navire. Si ces missiles arrivent à destination, ils seront lancés demain sur nos navires. Êtes-vous prêt à prendre ce risque ? Silence. Seuls les bruits des vagues et la respiration de Leblanc se font entendre. « Jamais, commandant, » répondit-il. « L'équipe d'intervention se prépare. » Je raccroche le téléphone. « Voilà la preuve, dis-je à Jacques. Quand ce navire sera rentré au port, nous mettrons… »
un dossier sur le bureau de Vasseur qui l'obligera non seulement à libérer Rochefort, mais aussi à jeter la clé de sa cellule dans le Seine. Mais nous avions oublié une chose. Pendant que nous agissions, eux non plus ne restaient pas les bras croisés. 2 heures s'étaient écoulées. Il régnait une atmosphère tendue dans la salle de guerre. Nous regardions les informations, et à ce moment-là, le bandeau Dernière nouvelle est apparu. Développement choc. Enquête sur la santé mentale de l'amiral Simone Veil. Jacques a juré. Pierre a frappé la table. À l'écran, on voyait les notes d'un thérapeute que j'avais consulté il y a des années lorsque j'avais divorcé de ma première femme. Le présentateur lisait d'une voix grave. L'amiral Veil aurait développé des délires paranoïaques à la suite des traumatismes qu'elle a subis, considérant tout le monde autour d'elle comme des ennemis, et ses actions récentes seraient le résultat de cette maladie. Le parquet a demandé la suspension des pouvoirs de l'amiral et son placement en examen psychiatrique obligatoire. Voilà donc leur stratégie. Ils n'avaient pas pu me traiter de traîtresse, ni de voleuse. Maintenant, ils me traitaient de folle. Comme je suis une femme, ils avaient choisi l'étiquette la plus facile à coller, femme hystérique. Je voudrais m'arrêter ici pour vous poser une question. Pourquoi une femme qui dénonce la corruption est-elle qualifiée de instable plutôt que de courageuse? Pourquoi la colère d'un homme est-elle synonyme de autorité, tandis que celle d'une femme est synonyme de crise? Si ce double standard vous révolte également, je voudrais entendre votre voix dans les commentaires, car ce combat n'est pas seulement le mien, c'est celui de toutes les femmes que l'on tente de réduire au silence. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était le secrétaire d'État qui m'appelait. « Amiral », dit-il d'une voix froide. En raison de l'enquête menée à votre sujet, l'ordre d'opération que vous avez donné au contre-amiral Leblanc a été annulé. Le navire ne sera pas intercepté. Et vous êtes immédiatement relevé de vos fonctions. La police militaire vient vous arrêter. Je vous conseille de ne pas résister. Le téléphone s'est éteint, Leblanc avait été arrêté, le navire s'enfuyait, les preuves disparaissaient, non. Et moi, j'étais sur le point d'être interné. Morel sortit son arme et se dirigea vers la porte. Ils ne peuvent pas vous emmener, commandant. Il y a une sortie. Je peux vous emmener dans un endroit sûr. Pierre se leva. Simone, tu dois t'enfuir. S'ils t'enferment dans cet hôpital, tu n'en sortiras plus jamais. Ils te drogueront pour t'abrutir. Je fermai les yeux. Fuir? Comme une criminelle? Non, dis-je en ouvrant les yeux. Je ne m'enfuirai pas. Mais commandant, dit Sophie en pleurant, ils vont vous détruire. La seule raison pour laquelle ils me déclarent folle, c'est parce qu'ils ont peur que ce que je dis soit vrai, ai-je répondu. J'ai enfilé ma veste. Si je m'enfuis, cela reviendrait à admettre qu'ils ont raison. Je me rendrai. Jacques me regarda avec stupéfaction. Simone, c'est du suicide. Vous ne savez pas ce qu'ils peuvent faire dans cet hôpital psychiatrique. Je souris, mais cette fois, mon sourire n'était pas glacial, il était brûlant. Je vais entrer dans cet hôpital, Jacques, parce que je sais que le juge Vasseur qui va libérer Rochefort n'est pas irréprochable, qu'il a lui aussi un point faible, et ce point faible se trouve dans le coffre-fort du médecin-chef de l'hôpital où je vais être interné. Tout le monde s'est resté figé. « Comment ça ?» demanda Pierre. Si le juge Vasseur semble honnête, c'est parce qu'il ne fait pas ses sales affaires en son nom propre, mais au nom de son fils toxicomane. Et ce fils est actuellement soigné dans la clinique spéciale où je vais être interné. J'y entrerai en tant que patient, mais j'en ressortirai avec le dossier qui achèvera Vasseur. Morel baissa son arme et me regarda avec admiration. « Vous êtes vraiment effrayant, commandant. »« Je suis l'amiral Morel, » dis-je en me dirigeant vers la porte, « et la tactique du cheval de Troie est ma préférée. » J'ouvris la porte. Les policiers militaires se trouvaient dans le couloir. Je tendis les mains. « Je suis prêt, » dis-je. « Emmenez-moi parmi les fous. Je suis sûr que je m'y sentirai comme chez moi. » Le bruit que j'entendis lorsque la porte se referma derrière moi n'était pas celui métallique et sourd d'une porte de prison. C'était le bruit d'un coffre-fort, hermétique, insonorisé, se refermant sous vide. Nous n'étions pas à la clinique du Val-de-Grâce, mais au sanatorium des Ombres, caché dans une zone boisée à l'extérieur de Paris qui n'accueillait que des patients spéciaux. Les murs étaient si blancs qu'ils me faisaient mal aux yeux. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement une lumière artificielle filtrée par du verre incassable. Les policiers et militaires qui m'avaient amené ici étaient partis sans me regarder dans les yeux.
J'étais un héros à leurs yeux, mais ils avaient reçu des ordres. À présent, je ne portais plus mon élégant uniforme d'amiral, mais une blouse d'hôpital uniforme, d'un gris terne. La porte de la chambre s'ouvrit, le docteur Alain Roche entra, le visage empreint d'un sourire professionnel mais tout aussi impassible. Il était le cousin de Rochefort et le médecin-chef de cet asile. Bienvenue Simone, dit-il. Son ton rappelait celui d'un enseignant s'adressant à un enfant turbulent. Vous êtes en sécurité ici, loin du tumulte et de la paranoïa du monde extérieur. Il tenait dans ses mains un petit plateau avec un petit pot en plastique et un verre d'eau. Dans le pot, il y avait 2 pilules bleues. Nous devons commencer votre traitement immédiatement, dit-il en me tendant les comprimés. Ils apaiseront votre esprit. Ils effaceront ces théories du complot, cette colère. Je regardais les comprimés. Ce n'étaient pas des calmants, mais une lobotomie chimique. Ils étaient destinés à m'endormir, à briser ma volonté, à me rendre incapable de parler devant le tribunal. J'ai pris les pilules. Le docteur Roche m'observait attentivement. De l'eau demandai-je. Il m'a tendu le verre, j'ai mis les pilules dans ma bouche. J'ai bu l'eau et j'ai avalé. Puis j'ai ouvert la bouche et montré le dessous de ma langue. Elle était vide. Le docteur Roche a souri avec satisfaction. Bravo Simone, votre coopération accélère le processus de guérison. 5 secondes après son départ, je me suis précipitée vers le lavabo dans le coin de la pièce et j'ai enfoncé mon doigt dans ma gorge pour faire sortir les comprimés avant qu'ils n'atteignent mon estomac. C'était le truc le plus simple que nous avions appris lors de la formation interrogatoire et résistance dans la marine. Créer une poche à la base de la langue, je jetais les pilules dans les toilettes et tirais la chasse d'eau. Je devais maintenant rester éveillée, car cette nuit, j'allais chasser. À minuit, lorsque le sanatorium fut plongé dans un silence de mort, je passai à l'action. Ma porte était bien sûr verrouillée, mais le fin fil métallique de mon élastique à cheveux suffisait à court-circuiter ce type de serrure magnétique. Je suis sortie dans le couloir. Il y avait des caméras partout, mais je connaissais la faille du système. L'heure de la relève, 3 heures du matin. Les 2 minutes pendant lesquelles l'agent de sécurité devant les écrans de la salle de contrôle se levait pour aller chercher du café. Je me suis rapidement dirigée vers le 3e étage, dans la section VIP haute sécurité. Luc Vasseur, le fils du juge Vasseur, s'y trouvait. Je n'ai pas eu de mal à trouver la chambre de Luc. Sur la porte, il était écrit « Patient X ». Je me suis glissée à l'intérieur. Luc était éveillé dans son lit. Il tremblait. Son visage était émacié, ses yeux cernés. Il n'a pas crié en me voyant. Il a cru avoir des hallucinations. « Vous, a-t-il murmuré, vous êtes cette femme, l'amiral à la télévision. » Je me suis assise à côté de son lit. « N'aie pas peur, Luc, lui ai-je dit d'une voix douce. Ton père t'a-t-il enfermé ici pour que tu guérisses ou pour te faire taire ?» Cette question a été la clé qui a ouvert la porte. Luc s'est mis à pleurer. « Je ne voulais pas, » sanglota-t-il. C'était un accident. La fille a soudainement bondi sur la route. C'est moi qui conduisais, mais mon père m'a dit de ne pas m'arrêter. Mon sang se glaça. Il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de drogue. C'était un meurtre. Le juge Vasseur avait utilisé le réseau de Rochefort pour sauver son fils, responsable de la mort d'un piéton. Qu'est-il arrivé au corps, Luc? Orion, répondit-il. Les hommes d'Orion Logistique sont venus. Ils ont pris la voiture et la fille. Mon père m'a dit « Tu vas oublier cette histoire, sinon je te mettrai en prison. » Mais je n'arrive pas à oublier. Chaque nuit, je vois le visage de cette fille. Voilà, c'était ça qui liait le juge Vasseur à Rochefort, le chantage. Vasseur était à leur merci parce qu'ils avaient couvert le meurtre de son fils. « Luc, lui dis-je, tu dois m'aider. Si tu racontes tout, tu iras peut-être en prison, mais ta conscience sera tranquille. Tu seras libéré de cette prison dans laquelle ton père t'a enfermé. » Luc hocha la tête. Il sortit de sous son oreiller un vieux téléphone sans caméra. Je l'ai gardé, mes conversations avec mon père, ses menaces. Tout est enregistré ici. Je pris le téléphone. C'était l'arrêt de mort de Vasseur. À ce moment-là, des sirènes retentirent dans le couloir. L'alarme. « Ils ont compris que tu t'étais échappé, » dit Luc, effrayé. « Je ne m'enfuirai pas, » dis-je en cachant le téléphone dans mes vêtements. La porte s'est ouverte brusquement. Les lumières se sont allumées. Le docteur Roche et 4 infirmiers costauds se tenaient dans l'embrasure de la porte. Cette fois, Roche n'avait pas de verre d'eau à la main.
Il tenait une seringue remplie d'un liquide jaune. « Je t'avais dit de rester tranquille, Simone, » dit Roche en retirant complètement le masque qui couvrait son visage. « Il semble que nous devrons augmenter la dose du traitement, et ce, de façon permanente. Les aides-soignants se sont jetés sur moi. Je me suis débattue. J'en ai mis un à terre, mais ils étaient trop nombreux. Ils m'ont plaqué sur le lit. Ils m'ont maintenu les bras. » Roche s'est approché, la seringue à la main. « Ce médicament, dit-il avec satisfaction, détruit irréversiblement les centres de la mémoire dans ton cerveau. Quand tu te réveilleras demain matin, tu ne te souviendras même plus de ton nom, sans parler de ton grade d'amiral. Et nous inscrirons dans ton dossier « Lésions irréversibles suite à une crise psychotique aiguë ». La pointe de l'aiguille a touché mon bras. « Arrêtez !» ai-je crié. Mais ce n'était pas par peur. Roche s'est arrêté. « Qu'y a-t-il ? C'est ton dernier mot ?» Je souris. Ce sourire « blue eyes » était toujours sur mon visage, même dans cette situation. « Non », ai-je répondu. « Je me suis juste dit que tu voudrais peut-être connaître le mot de passe du compte cloud, auquel le téléphone de Luc est automatiquement synchronisé, parce que ce téléphone est actuellement en enregistrement et se retransmet en direct à mon équipe à l'extérieur, à Jacques et Pierre, tout ce qui se passe dans cette pièce. Tes aveux, ma résistance, tout. » Le visage de Roche devint livide. La seringue dans sa main se mit à trembler. « Vous mentez, dit-il. Il y a un brouilleur ici. » « Oui, répondis-je, mais la ligne spéciale que vous avez donnée à Luc pour qu'il puisse communiquer avec son père n'est pas concernée par le brouilleur, n'est-ce pas ? » « C'est cette ligne que j'utilise, docteur. » Silence. Puis, le bruit que j'attendais se fit entendre. Le bruit de la porte extérieure du sanatorium enfoncée par un véhicule blindé, puis le bruit des hélices d'un hélicoptère. Morel et Pierre étaient arrivés. « Je crois, dis-je, tandis que les infirmiers me laissaient et se retiraient. Mon traitement est terminé, mais le vôtre ne fait que commencer, docteur. » Des équipes de la DGSI en tenue de combat ont fait irruption par la porte. Pierre était en tête. « Haut les mains !» cria Pierre. Roche laissa tomber la seringue. Je me suis levée du lit. J'ai ajusté la blouse d'hôpital grise que je portais. Je me suis tournée vers Luc. « Prépare-toi, Luc, ai-je dit. Il est temps de dire la vérité. » Quand je suis sortie de la clinique, le soleil se levait. Pierre s'est approché de moi et m'a mis sa veste sur les épaules. « Ça va ?» « Je suis un peu fatiguée, ai-je répondu. Mais Vasseur est fini, Rochefort est fini, le système s'est effondré. » Jacques s'approcha de nous, un dossier à la main. Il avait un large sourire sur le visage. « Simone, dit-il, le juge Vasseur vient d'annoncer sa démission. Et le procureur général a ordonné la réouverture du dossier. Le navire est en train d'être remorqué vers le port. Les missiles ont été saisis. » Je pris une profonde inspiration. Je remplis mes poumons de l'air pur de la forêt. « Bien, dis-je, mais nous ne rentrons pas encore à la maison. »« Pourquoi ?» demanda Pierre. « Nous avons arrêté tout le monde. »« Non, répondis-je en fixant l'horizon. Nous avons arrêté les pions, les tours et les fous. Nous avons même fait tomber le vizir. Mais le roi, le véritable chef du cabinet fantôme, il est toujours en liberté. De qui parles-tu » Je sortis de la poche de ma veste un dossier médical que j'avais pris dans la chambre de Roche en partant. Le dossier portait un nom très familier. Ce nom appartenait au milliardaire français le plus intouchable, le plus respecté, connu sous le nom de philanthrope. Monsieur Victor K. La dernière danse, dis-je, ce sera la dernière danse. En montant les marches majestueuses de l'Opéra de Paris, je ne portais plus ni uniforme ni tenue d'hôpital. Je portais une robe de soirée en soie bleu nuit que j'avais fait faire avec mon propre argent. À mon cou, ce n'était pas le collier de perles de ma mère qui brillait, mais une petite broche en forme d'oiseau phénix que Sophie m'avait offerte en sortant de l'hôpital. Ce soir-là, nous étions au grand gala où Victor K. allait recevoir le prix du bienfaiteur de l'année. La crème de la France était là. Victor K. sirotait son champagne dans sa loge, observant la foule en contrebas comme un dieu observant ses fidèles. Il ne m'avait bien sûr pas invité. Mais Victor avait oublié une chose. Il avait peut-être loué ce bâtiment, mais la société privée chargée de sa sécurité était dirigée par mes d'anciens amis. Lorsque je me suis présentée à la porte de sa loge, les gardes n'ont pas essayé de m'arrêter. Ils se sont écartés. J'ai ouvert la porte. Victor K. regardait la scène. Il me tournait le dos. « Tu es en avance, Simone, dit-il sans se retourner. Je t'attendais. »
Victor, septuagénaire, était un homme calculateur dans chacun de ses gestes, venimeux dans chacune de ses paroles. Il aimait me surprendre. Tu m'attendais ai-je demandé en m'asseyant sur le siège vide à côté de lui. Bien sûr, tu as renversé mes pions, tu as détruit mes châteaux. Je savais que tu viendrais ici pour faire échec et mat. Mais il s'est tourné vers moi, un sourire douloureux sur le visage. Pour faire échec et mat, il faut avoir des pièces sur l'échiquier, amiral. Que te reste-t-il? Ton grade est suspendu, tes comptes bancaires sont sous enquête. Ta réputation ne tient qu'à un fil. Je pris une gorgée de mon verre. En bas, l'orchestre avait commencé à jouer le Requiem de Mozart. Comme c'était significatif. Victor, dis-je, tu penses que l'argent est le pouvoir, mais l'argent n'est qu'un moyen. Le véritable pouvoir réside dans celui qui contrôle son flux. Je sortis mon téléphone de ma poche et le posai sur la table. L'écran était allumé. Il affichait le graphique boursier de la CAE Global Bank, la banque dont Victor était propriétaire. Le graphique était en chute libre. Victor fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est toi, t'as faim. Tu te souviens, nous avions saisi le navire Orion Logistics. Il n'y avait pas que des missiles à bord, Victor. Il y avait aussi les disques de sauvegarde de tes serveurs secrets aux îles Caïmans. » La main de Victor se mit à trembler. Il renversa son champagne. « Sur ces disques, continuai-je, ma voix suivant le rythme de la musique, se trouve la liste de tous les transferts d'argent que tu as effectués avec des organisations terroristes, des dictateurs et des trafiquants d'êtres humains. Et, 15 minutes avant d'arriver à cette soirée, j'ai envoyé le contenu de ces disques au département du Trésor américain, à la Banque centrale européenne et à Interpol. » Victor bondit sur ses pieds. « Mais qu'avez-vous fait? Tous mes avoirs vont être gelés. » « Ils l'ont déjà été, dis-je en montrant une notification sur mon téléphone. À l'heure actuelle, tu ne peux même pas payer la champagne de cette loge, Victor. Tes cartes de crédit ont été annulées, ton jet privé a été saisi, et les équipes du service des impôts sont actuellement devant la porte de ton manoir que tu aimes tant. » Victor desserra sa cravate, comme s'il avait du mal à la respirer. Son visage était livide. « Mais ce n'est pas la vraie surprise, » ai-je dit. Je me suis levée et je me suis dirigée vers le bord du balcon. « Regarde en bas, Victor. » Victor vint en titubant vers moi. En bas, au milieu de la scène, il y avait un écran géant. Et sur cet écran, on voyait les images des guerres sales que Victor avait financées sous le nom de philanthropie, les bombardements d'hôpitaux, les camps de réfugiés. Tout cela était montré à côté des documents signés par Victor. Les applaudissements dans la salle se sont arrêtés. Des cris ont retenti. Les gens se tournaient vers la loge de Victor. Ce n'était pas de l'admiration, mais du dégoût. « La scène est à toi, Victor, » lui ai-je dit. « Amuse-toi bien. » En sortant de la loge, j'ai entendu Victor K. s'effondrer. Était-ce une crise cardiaque ou l'effondrement de son ego? Je m'en moquais. Lorsque je suis sortie du bâtiment, Morel m'attendait à la porte. Sophie était à ses côtés. Elle était guérie. « C'est fini, commandant ?» demanda Sophie. J'ai regardé le ciel. Les étoiles de Paris n'avaient jamais été aussi brillantes. « Oui, Sophie, ai-je répondu. La guerre est finie. Il est temps de reconstruire. » Plus tard. Que s'est-il passé ensuite? Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Voici le dernier état des lieux de la balance de la justice. Henri Lemercier, il a été renvoyé de la Sorbonne. Ses titres universitaires lui ont été retirés. Il vit actuellement dans un petit appartement de la banlieue de Lyon et gagne sa vie en écrivant des articles sur les théories du complot sur Internet. Personne ne les lit. Valérie Trapenard, reconnue coupable de corruption, assignée à résidence. Sa luxueuse demeure a été vendue pour rembourser ses dettes. Le sénateur Rochefort, condamné à 20 ans de prison pour trahison. Sa carrière politique est terminée. Les lettres « Je suis innocent » qu'il écrit depuis sa cellule sont publiées dans des magazines humoristiques. Victor K. Il a fait faillite. Tous ses biens ont été saisis. Les procès internationaux à son encontre se poursuivent. Il vit actuellement dans une maison de retraite financée par l'État où il agace les infirmières en leur racontant ses souvenirs. Et moi, j'ai démissionné. J'ai rangé dans mon armoire l'uniforme que j'aimais tant avec honneur, mais je n'ai pas pris ma retraite. Je suis à la tête de la Fondation pour la transparence stratégique, créée avec une partie des biens saisis de Victor K.
et soutenue par l'État. Et surtout, la société Mavibus d'Anouchement-Luc, que j'ai fondée avec Sophie pour lutter contre le harcèlement et les injustices dont sont victimes les femmes dans le monde du droit et des affaires, est aujourd'hui le cabinet d'avocats le plus redouté d'Europe. Mon ex-mari Jean-Paul, je ne l'ai jamais revu. J'ai entendu dire qu'il s'était remis au jeu. Mais cette fois, il n'y a pas de amiral de glace pour le sauver. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous l'ai dit au début, la nature émotionnelle des femmes n'est pas une faiblesse, mais une arme nucléaire lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Ce jour-là, à la Sorbonne, j'aurais pu choisir de pleurer, mais j'ai choisi de me battre. Si vous rencontrez dans votre vie des personnes qui vous disent « tu n'y arriveras pas »,« tu n'es pas à la hauteur »,« tu es trop émotive », ne leur répondez pas. Contentez-vous de sourire. Arborez ce sourire Blue Eyes. Puis, silencieusement, pas à pas, renversez leur trône, car la meilleure vengeance est d'être plus fort et plus heureux qu'ils ne pourraient l'imaginer. Au revoir. Et n'oubliez pas, l'hiver arrive toujours, mais seuls ceux qui y sont préparés survivent.